Un événement de taille a rassemblé près de 550 personnes au Sofitel Hôtel Ivoire ce 18 avril 2019. Il s'agit de la troisième édition des conférences Risque Pays organisées par Bloomfield Investment. Ce grand rendez-vous a réuni des ministres du gouvernement, des responsables d'institutions, des chefs d'entreprise, des acteurs clés de l'économie ivoirienne. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, lorsque nous étions réunis en mai dernier, dans ce même Sofitel, nos échanges ont été orientés sur l'énergie, sur l'industrialisation comme vecteur de développement. Cette année, vous avez pu le voir dans vos différents programmes, nous avons décidé d'élargir le spectre pour couvrir vraiment toutes les thématiques qui nous tiennent à cœur à l'aube des élections présidentielles de 2020. Comme chaque année, la conférence a débuté avec le rapport Risque Pays Côte d'Ivoire qui évalue la performance de l'économie ivoirienne. Il a été présenté par M. Stanislas Zézé en sa qualité de PDG de Bloomfield Investment. Le concept de ces conférences, c'est justement d'établir une certaine cartographie de risques de certains pays d'Afrique. Nous avons commencé la Côte d'Ivoire, d'autres pays d'ailleurs, même si la conférence pour l'instant se déroule qu'en Côte d'Ivoire. Cette année, nous avons décidé de l'étendre à 2 autres pays de l'UEMOA. On vous annoncera certainement très bientôt quels sont ces 2 pays-là. Alors l'idée, c'est évidemment de mettre en relief les forces, les faiblesses et les opportunités de la Côte d'Ivoire et susciter justement un débat, un vrai débat, un débat constructif, un débat où nous allons justement nous poser des questions, où nous allons chercher à répondre à des préoccupations, où nous allons chercher à certainement apprécier un certain nombre de paramètres également. Ce rapport a mis en lumière les points forts de l'économie ivoirienne. Et la Côte d'Ivoire demeure une économie solide, une économie leader de l'UEMOA avec un PIB de 34%. Donc sur l'ensemble des 8 pays. En termes de performance économique, donc c'est une économie qui est toujours performante avec une moyenne en réalité depuis 8 ans de 8% à peu près. La performance économique de 2018 est estimée aujourd'hui à 7,4 et demeure parmi les plus robustes. Et la croissance enregistrée en 2008 a été en réalité portée par les 3 secteurs d'activité que constitue l'économie. Le secteur primaire qui a bénéficié d'une bonne pluviosité et les bonnes performances du secteur secondaire ont été favorisées par le secteur du BPT, même si aujourd'hui nous constatons un ralentissement dans le secteur de l'immobilier, mais cependant le secteur du BTP est très performant. Les activités de transport, de commerce, de touristes se sont bien comportées cette année-là. Toujours en termes de performance sur le climat des affaires, nous avons pris un indice aussi que tout le monde regarde, l'indice Doing Business. La Côte d'Ivoire est à la 122e place sur 190 économies évaluées, avec un score de 58 ce qui représente une progression de 17 places. Et donc, elle obtient la 8e place dans le top 10 des reformas. Et évidemment, c'est une chose d'avoir ces réformes, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les faiblesses, c'est vraiment la mise en application de ces réformes-là. Et une chose très importante qui vient vraiment booster aussi la performance de cette économie, c'est la révision du Code des investissements de la version 2012, qui a été amélioré de façon significative en 2018. Toujours dans le cadre du climat des affaires, la performance satisfaisante du secteur privé. Bloomfield a établi un indice qu'on appelle le Bloomfield Private Index qui évalue la performance du secteur privé sur la base de 2 sous-indices. Un sous-indice qui évalue la performance intrinsèque du secteur privé et un sous-indice qui évalue l'environnement des affaires. Donc sur une base de 100, 50, à partir de 50, on est dans une logique de performance et en dessous de 50, on est dans une logique de non-performance. Sur l'année 2018, on a une moyenne d'à peu près 50,84
qui montre bien qu'en 2018, l'économie s'est bien comportée et il y a une légère amélioration de l'environnement des affaires malgré certaines préoccupations que nous avons. Le fondateur de la première agence de notation financière d'Afrique francophone s'est aussi penché sur les faiblesses du pays. Dans le retard dans l'exécution de certains projets ou si vous voulez, la mise en application de certaines réformes. Et naturellement, nous avons certainement remarqué qu'il y a une certaine tension politique depuis quelques mois qui, en réalité, commence certainement à avoir un impact un peu inquiétant sur la volonté, si vous voulez, la volonté d'investir. Nous avons senti un certain ralentissement, mais justement, c'est pourquoi il est important d'avoir ces plateformes pour pouvoir discuter justement de ce que c'est réellement ces tensions politiques, qu'est-ce qui les a créées, pourquoi nous avons ces tensions politiques et comment nous les interprétons. C'est vrai que dans le cadre d'un pays post-conflit, évidemment, des tensions politiques peuvent être interprétées différemment, mais c'est l'occasion justement d'en discuter. Et la vulnérabilité du secteur agricole par rapport au climat pourrait avoir un impact négatif sur ces perspectives-là. Le système éducatif est aussi une des faiblesses que nous avons notées dans cette évaluation-là. Alors, beaucoup d'investissements aussi dans ce secteur, mais les résultats sont faibles. Donc, on se pose aussi la question, peut-être que ce sera aussi une question de débat, peut-être que l'évolution de la structure de gouvernance même de ce secteur est peut-être à revoir. Depuis 90, on sent une sorte de, si vous voulez, de faiblesse de croissance de ce système-là. Donc peut-être que le problème n'est pas forcément dans l'investissement, peut-être que le problème est dans la méthodologie de pédagogie, peut-être que le problème est ailleurs. Donc ce serait intéressant justement dans les débats d'en parler. Et le service de la dette reste assez élevé par rapport au budget, ce qui représente quand même 26% du budget, des dépenses budgétaires, et 44% des recettes fiscales et non fiscales. Donc évidemment, à long terme, ça pourrait poser un problème de soutenabilité, même si le socle de la dette est largement en dessous du benchmark de 70%. Le service de la dette commence à être plutôt contraignant parce que 44% des fonds propres sont bouffés par le service de la dette et la structuration même de la dette pourrait éventuellement être contraignant à moyen et long terme, vu que 47% de cette dette est libellée en dollars. Et donc évidemment on expose ce pays au risque de change. Le rapport Risque Pays Côte d'Ivoire a donné lieu à des échanges et discussions entre membres du gouvernement et autres décideurs du secteur public et privé. Le secrétaire d'État en charge de la promotion de l'investissement privé, M. Essis Esmel, se prononçant sur le climat des affaires en Côte d'Ivoire, a souligné que la dynamique des investissements privés demeure importante. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, capte 675 millions de dollars. Elle en captait à peu près 200 millions il y a 7-8 ans. Nous sommes sortis de crise en 2011. On était à plus de moins 4% de taux de croissance, c'est-à-dire qu'une économie complètement délabrée. Transformer cette économie-là, ce n'est pas une histoire de 10 ans. Et quand tout à l'heure, mon jeune frère Charles parle effectivement du système de santé éducatif, transformer l'homme, ce n'est pas en 5 ans, ce n'est pas en 10 ans. Transformer une habitude, ce n'est pas en 5 ans, ce n'est pas en 10 ans. Donc, la stratégie qui a été mise en place, c'est de dire, remettons d'abord les indicateurs macroéconomiques en place, par un investissement très élevé dans les infrastructures. C'est le PND 2011-2015. Pour remettre la Côte d'Ivoire sur orbite, pour redonner confiance aux institutions partenaires et surtout à l'investissement national et étranger. 2016-2020, alors transformons notre économie en la rendant industrielle, en permettant d'intégrer plus en détail la chaîne de valeur pour créer plus de valeur ajoutée justement
et permettre justement d'apporter des solutions à l'employabilité dont a parlé tout à l'heure Charles, au problème de santé dont a parlé Charles tout à l'heure. Pour atteindre ces résultats positifs pour l'économie ivoirienne, des réformes ont été entreprises ces 5 dernières années. Monsieur Tano, qui représentait à cette occasion le ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, a souligné quelques-unes. Il y a des réformes extrêmement importantes qui ont été initiées depuis 2012, notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'environnement des affaires. Vous savez qu'au niveau de la sécurité, on était à une notation de 4 sur 5, c'est-à-dire dans un environnement totalement insécurisé qui ne permettait pas aux investisseurs de pouvoir s'engager fondamentalement. Aujourd'hui, nous sommes à un indice de 1.1 qui correspond à l'indice des économies les plus avancées. C'est un élément significatif, mais l'obtention de cet indice-là ne s'est pas fait de façon fortuite. C'est justement par rapport à des investissements qui ont été réalisés dans le domaine de la sécurité et aux réformes qui ont été engagées. Pour maintenir le cap d'une économie forte et sans cesse croissante, la Côte d'Ivoire a décidé de poursuivre des investissements dans des secteurs clés tels que celui du port. Jusqu'aux années 75, Abidjan a été le premier port par le volume et par la qualité des infrastructures. On a, par nos crises, perdu un peu, sinon reculé. Mais aujourd'hui, Abidjan demeure premier pour le trafic. 24 millions de tonnes en 2018, comme je vous l'ai dit. Mais pour les infrastructures, effectivement, on n'est plus les meilleurs. Et les programmes d'investissement qui sont en cours vont nous permettre de nous repositionner durablement pour le reste. Mais dit que c'est 900 milliards qui sont en cours d'investissement aujourd'hui au port d'Abidjan sur la période 2012-2020, justement pour nous permettre de rattraper les décennies de non-investissement. Parce que les derniers investissements de modernisation du port ont eu lieu dans les années 75, au moment où les bateaux avaient 200 mètres de long. Aujourd'hui, les bateaux les plus grands ont 400 mètres de long. On n'a pas pu faire des investissements. Ce qui est en cours va permettre de rattraper cela. Les échanges ont aussi porté sur le social au service du bien-être des populations. À ce sujet, les panélistes ont relevé les investissements en cours, non sans dénoncer l'incivisme et le désengagement. Il y a des programmes d'investissement importants qui sont définis avec l'État. Dans le secteur de l'eau, c'est récemment, le ministre disait il n'y a pas très longtemps qu'il y a 1300 milliards qui doivent être investis pour développer l'accès à l'eau. Et dans l'énergie, il y a plusieurs milliers de milliards qui ont été investis pour accélérer l'accès. Vous savez, l'école et la santé sont les secteurs les plus budgétivores en termes d'allocation de ressources. L'essentiel des fonctionnaires sont des enseignants. C'est ça qui leur donne ce pouvoir de négociation. Je demandais tout à l'heure quelle est la part du budget alloué à l'école. Source ministère de l'Éducation nationale, 25% du budget de l'État va dans l'école. Ça représente 5% du produit intérieur brut. L'essentiel de ce budget est payé dans des salaires. Pourtant, on a besoin de construire des écoles. On a besoin d'équiper les écoles. La classe moyenne joue un rôle économique et social déterminant puisqu'elle représente un moteur de croissance. Pour favoriser son développement en Côte d'Ivoire, des propositions ont été faites. La classe moyenne est assez importante en Côte d'Ivoire, mais peut se développer beaucoup plus si on fait un certain nombre de choses, y compris le financement. Je trouve que les banques jusqu'ici n'ont pas fait ce qu'elles devaient faire. C'est pas politiquement correct de le dire, mais je peux les comprendre parce que la réalité est ce qu'elle est. Lorsque vous voyez le taux de défaut au niveau du financement que nous accordons à des petites et moyennes entreprises, le défaut est beaucoup plus important que ce que nous accordons à des grandes entreprises. Et c'est normal. C'est normal parce que d'abord, il y a un effet de volume et aussi les petites et moyennes entreprises, c'est toujours un risque beaucoup plus élevé parce que quand vous lancez une entreprise, il y a une chance sur deux que vous ne réussissiez pas. Donc c'est normal.
Donc à partir de là, les banques ont adopté un comportement qui est un comportement défensif pour financer les PME étant, acceptons-le, les principales forces créatrices de la classe moyenne. Donc les banques doivent jouer leur rôle, et jouer notre rôle, ça veut dire que venir avec des produits qui sont beaucoup plus innovants d'un côté. La facturage est pour moi une piste qu'il faut regarder, qui est intéressante, mais aussi proposer des produits qui offrent un certain nombre de garanties aux banques. Et c'est là où il faut regarder ce que font toutes les organisations internationales qui apportent quelquefois des garanties, comme Proparco, comme l'AGF, qui sont de bons mécanismes pour pouvoir permettre aux banques de prendre beaucoup plus de risques sur les PME. Donc moi je suis vraiment un partisan de cette idée, de cette initiative, que les banques essaient de réfléchir ensemble comment est-ce qu'elles peuvent financer plus les PME, parce que c'est le poumon de l'économie ivoirienne. La question de la sécurité à l'aube des élections de 2020 qui constitue une préoccupation majeure pour l'ensemble de la population ivoirienne et pour les investisseurs a été abordée au cours de ces conférences. À ce sujet, le préfet d'Abidjan, M. Vincent Tobi, s'est montré rassurant. Donc nous avons tenu à rassurer les participants que le processus d'organisation des élections de 2020 se déroule bien. Les consultations sont en cours, les réformes sont prévues et nous avons profité pour jeter un regard sur l'ensemble des processus électoraux qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Oui, c'est important parce qu'on a besoin de communiquer. Vous avez vu que dans le public, il y avait des personnes qui sont inquiètes par rapport à 2020, par rapport à la situation de sécurité. Donc il est toujours important pour les représentants du gouvernement que nous sommes de venir, nous sommes à l'échelon local. Il est important de toujours venir dissiper ces peurs et discuter et puis comprendre aussi les appréhensions. Donc c'est bon pour vous, mais c'est bon pour nous aussi parce qu'on passe des messages. Mais également, il y a le sens inverse. On reçoit de vous ce qui fait une préoccupation au sein de la population. Et ce sont ces préoccupations qui nous permettent d'affiner nos politiques locales, nos approches pour la gestion de certaines situations. Si le rapport risque pays Côte d'Ivoire de 2019 montre que le pays affiche une certaine stabilité, vu qu'elle conserve sa note de 6,1, il n'en demeure pas moins que beaucoup de choses restent à améliorer. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très important sur laquelle je pense que ce pays devrait tabler, c'est tabler sur renforcer l'économie domestique, tabler sur renforcer les entreprises locales. Et je crois qu'il y a plusieurs façons de le faire. Vous regardez l'île Maurice qui avant avait des taux d'imposition de 80%, aujourd'hui sont à un taux flat de 15%. Ça ne veut pas dire qu'ils gagnent moins d'argent. Donc finalement on se rend compte qu'il est important de sérieusement réfléchir à élargir la base fiscale de sorte à pouvoir réduire le taux d'imposition. Ça ne fera pas gagner moins d'argent. Au contraire, ça va réduire de façon significative la fraude et ça va certainement discipliner plus les gens fiscalement et certainement encourager des gens du secteur informel de rentrer dans le secteur formel. Donc ça, c'est vraiment une mesure qui devrait être prise très au sérieux. Encourager cette réforme-là fiscale de sorte à ce qu'on ait des taux d'imposition qui soient moins importants pour développer l'économie domestique. Vous avez parlé tout à l'heure de la redistribution des richesses. On voit justement, je parlais tout à l'heure de la problématique de la contribution à cette richesse-là des entreprises locales. On se rend bien compte qu'elle est très 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 faible. Donc les entreprises étrangères qui font les bénéfices dans un pays vont rapatrier leurs bénéfices. C'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas venir investir et puis garder ses revenus dans ce pays. Donc les entreprises domestiques ont plus vocation à réinvestir dans l'économie et à ce moment-là, on sentira mieux, si vous voulez, la redistribution de la richesse. Sinon, on peut continuer à avoir des taux de croissance de 8 ou de 10%. Si ce n'est pas tiré par les entreprises locales, on aura toujours ce constat-là. La conférence Risque Pays rencontre de plus en plus l'engouement des acteurs de l'économie ivoirienne. Cette année, ce sont 550 personnes qui ont participé à cet événement annuel. Il n'y a pas plus important que de connaître les risques pays avant de s'y aventurer en tant qu'investisseur, quel que soit le mode d'action ou le type d'action qu'on va envisager dans un pays, c'est important de connaître les risques du pays. Ce qui est important pour moi, c'est de connaître les tendances d'évolution de la Côte d'Ivoire,
les tendances politiques, les tendances surtout sur le plan socio-économique et financier. Ma présence s'explique par le fait que les cabinets d'avocats accompagnent les entreprises dans leur essor économique. Et partant, il est important que nous sachions évaluer les risques qui pourraient se présenter dans l'implantation des différentes entreprises en Côte d'Ivoire. Et comment ces risques-là pourraient influencer positivement ou négativement la croissance des entreprises. Donc la participation aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre le risque en tant que tel, en quoi est-ce qu'il pourrait présenter un frein à l'économie en Côte d'Ivoire et comment en tant qu'acteur du système économique, nous pourrions amener nos clients à mieux appréhender le risque et à prendre les bonnes décisions. Je trouve que c'est important pour moi de participer pour plusieurs raisons. D'abord, je représente la jeunesse des entrepreneurs ivoiriens. Non seulement la jeunesse, mais aussi la jeunesse des jeunes femmes qui sont entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Aussi, je trouve que ce panel est vraiment un panel de haut niveau. Et parce que M. Stanislas Zézé et sa femme nous donnent l'opportunité de pouvoir assister réellement aux réalités de la Côte d'Ivoire avec les vrais acteurs du changement et du développement social et économique de la Côte d'Ivoire. Ainsi, donc, nous repartons non seulement enrichis, mais aussi avec une nouvelle optique, en sachant exactement quels sont les réels problèmes qui sont obstacles au développement de la Côte d'Ivoire et comment y remédier. Les conférences Risque Pays poseront leurs valises l'an prochain dans un autre pays.